je vais structurer mon exposé sur 3 points essentiels. Puisque quand on parle de contexte local, je peux passer toute une journée ici à expliquer sur le plan sécuritaire, économie, sociale, culturelle, artistique. Je n'ai pas assez de temps, vu le temps qui m'est imparti. Donc je voulais centraliser mon travail sur 3 volets. Notamment, le premier volet concernera le volet sécuritaire. Le deuxième volet concernera le volet économique. Et le troisième volet reposera sur la culture et l'art. Voilà sur ces 3 thèmes, 3 volets que mon travail sera articulé. Après, si vous avez peut-être des éventuelles questions, c'est là, vous pouvez me les poser pour vous apporter des précisions. Abordons le premier volet. Je parle du volet économique, sécuritaire, sur le volet sécuritaire de la République centrafricaine. La question que toi et moi nous devons nous poser ce matin, est-ce que depuis l'indépendance de la République centrafricaine, est-ce que l'homme centrafricain, est-ce que l'homme africain est déjà capable de prendre le problème de sa propre sécurité en main? Je dis tout de suite non. Je prends l'exemple de la RCA. Depuis toujours, à l'époque de Bokassa, à l'époque de Dako, jusqu'à l'époque de Mme Kateri Samapanza, c'est toujours l'ingérence étrangère qui prime dans ce pays. La RCA n'est pas en mesure, depuis les indépendances, d'assurer la sécurité à tous citoyens centrafricains. On est obligé de faire appel à nos frères tchadiens qui viennent avec le comportement que tout le monde connaît ici dans cette salle. Opération Sangaris, EUFOR, tout ce monde qui ont fait, qui ont passé, qui ont travaillé en République centrafricaine, ont démontré aux yeux du monde, ont démontré aux yeux des Africains, ont démontré aux yeux des Centrafricains qu'ils ne peuvent pas prendre le problème de notre sécurité comme leur propre problème, puisqu'ils ont échoué. Maintenant, toi et moi Centrafricains, toi et moi Africains et panafricanisme, qu'est-ce qu'il faudra attendre de nos dirigeants? Qu'est-ce qu'il faudra leur proposer? Qu'est-ce qu'il faudra leur donner comme orientation sur le volet sécuritaire? Voilà cette question. Nous, tout de suite, moi par exemple, je suis totalement opposé à ce qu'il y ait des interventions étrangères dans ce pays. À l'époque, on avait installé des présidents par opération Barracuda. On connaît le bilan. On a vu des successions des interventions armées dans notre pays. On connaît le bilan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra nous proposer? Comme disait M. Diogène Séni, il faudrait qu'il y ait une restructuration, il faudrait qu'il y ait une redéfinition. Le monde de tout ces traités, le monde, ce n'est pas le monde bipolaire comme on a connu à l'époque. Maintenant, il faut compter même avec le peuple africain. Il faut compter avec la jeunesse africaine. L'exemple le plus criant vient de nos frères de Burkina. Ils sont en train d'écrire une page d'histoire en Afrique, nul ne va l'ignorer. Si toi et moi, qui sommes réunis dans cette salle, si nous pouvons déjà travailler avec nos collaborateurs, nos frères panafricanisme du Burkina Faso, on ne serait pas arrivé au niveau où nous sommes aujourd'hui en République centrafricaine. Quelle proposition, quelle solution on va nous proposer sur le domaine sécuritaire? Voilà, il appartient à nous. Je ne suis pas un expert en sécurité. Loin de là, je suis étudiant, comme vous le savez. Mais comme nous sommes victimes de ce qui se passe dans notre propre pays, je crois que nous sommes suffisamment mûrs, nous sommes suffisamment grands pour pouvoir nous interroger sur ces problèmes. Et ce problème, une fois on s'interroge sur ces problèmes, il appartient à nous maintenant de travailler comme les militants, de dire à nos frères qui sont restés à la maison quelle démarche, quelle orientation maintenant ils vont prendre pour que d'ici demain, nos petits frères, nos fils qui viendront sans doute d'un moment à l'autre ne puissent pas connaître le même sort que toi et moi nous subissons. Nous ne voulons pas être victimes de l'histoire. Non, nous voulons écrire notre propre histoire. Je suppose que dans cette salle, beaucoup de monde suit le débat sur Afrique Média avec Patrick Sapat, monsieur Jean de Dieu ici. Ça, c'est la chaîne que je suis. Je ne suis pas là pour suivre la chaîne de coloniser, la France Média, France 24. C'est des trucs qui sont déjà préparés à l'avance. Il n'y a pas de contradiction.
Il faudrait accepter que dans un monde multipolaire, qu'il y ait de différents points de vue, qu'il y ait de différentes opinions pour pouvoir contribuer au développement du monde. Maintenant, revenons sur le domaine économique. Je ne peux pas parler de l'économie en Centrafrique. Il n'y a pas d'économie. Dans les années 90, je prends des exemples parce que je n'étais pas né dans les années 90, 80-90. Nos frères Burkina Faso, les Burkinabés qui venaient là, ils venaient étudier ici à ISDR. Les Ivoiriens venaient étudier en Centrafrique. La RCA, la Côte d'Ivoire est devenue la première puissance mondiale, le premier pays exportateur de cacao au monde. Et toi, Centrafricain, on n'arrive même pas à prendre le café que nous produisons. On n'arrive même pas à boire le café. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler de l'économie? Je ne sais pas. La RCA, si j'essaie de m'attarder sur la statistique de l'année 2003, la RCA exporte en année, en moyenne, 500 000 carats de diamants. Qu'est-ce qu'on fait de ça si déjà on n'a qu'une seule université? Moi, je peux déjà dire, je fais partie des chanceux de ce pays, puisque je viens très loin de Bangassou, à 750 km. Si je n'avais pas de parents ici, de facto, après mon bac, je serais resté là-bas au village en train de cultiver. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que j'ai bénéficié de ces circonstances. Est-ce que cette situation va perdurer encore pour combien de temps? Voilà des questions, voilà des genres d'interrogations que nous, Africains, nous, panafricanistes, nous devons nous poser pour pouvoir jeter les bases de notre développement, pour pouvoir jeter les bases de notre africanité. Maintenant, je reviens sur le dernier volet, c'est-à-dire le volet culturel. N'eût été l'Alliance française à Bangui, je doute qu'on a un centre de culture. On va beau critiquer ces blancs, nul ne va ignorer qu'on est en train de survivre à cause d'eux. Il y a combien de bibliothèques dans ce Bangui? Hormis l'association des prêtres que M. Médard gère au niveau de CCU, je doute qu'il y a encore d'autres, par exemple, des bibliothèques dans ce pays. Donc, quand on veut maintenant, quand on veut rejeter la culture de l'autre, il faut lui proposer une alternative. Oui, on va beau crier, oui, la France Hollande nous impose des gens. Mais qu'est-ce que vous proposez à François Hollande pour qu'il y ait un changement? Comme le disent un Africain, c'est lui qui n'est pas capable, comment on dit, l'autre là, le nègre, qui n'est pas capable de décrire son propre histoire, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son corps, sur son sort. Oui, on va beau critiquer, les gens, mais toi, moi, Africain, Centrafricain, qu'est-ce que, après ces échéances électorales, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir avancer? Combien même à l'école primaire, pour avoir le CEP, les parents sont obligés d'aller verser de pots de vin aux professeurs pour leur acheter de notes. Mais l'enfant que vous lui donnez les moyens, vous pensez que vous êtes en train de l'aider? Non. Vous préparez un bourreau pour ce pays. Parce que la mondialisation, dans laquelle nous sommes obligés de vivre avec la mondialisation, si on refuse d'écrire notre propre histoire, les Blancs vont définir les grandes lignes, nous serons obligés de les suivre. C'est ça le principe de la mondialisation. Mais la mondialisation n'est pas seulement ça. Quand on parle de la mondialisation, par exemple, il faudrait proposer ce que toi et moi nous produisons ici sur place en Centrafrique. Donc sur ce coup, je ne voudrais pas parler trop de l'étranger puisque je dois raisonner en termes de contexte local. Donc j'interpelle la conscience de tout un Centrafricain, de tout un panafricanisme, jeune africain. Si d'ici là demain, toi et moi, nous voulons avancer, nous voulons évoluer, nous voulons suivre notre marche pour notre développement, pour que d'ici demain, nos frères ne continuent pas de mourir dans la Méditerranée, il faudrait ici, sur place en Afrique, qu'il y ait des propositions, surtout dans le domaine de l'éducation. Je reviens toujours sur la Centrafrique. On a un lycée technique à Bangui. Vous avez en face de vous des élèves qui sortent de lycée technique, qui ne savent même pas construire une chaise. Celui laquelle lycée technique il fait. Il faudrait redéfinir le système de l'éducation. Il faut adapter l'éducation au marché de l'emploi.
Voilà le problème des Centrafricains. Voilà le problème africain. Voilà, c'est autour de ces grandes questions que toi et moi, nous devons nous interroger si on veut être des véritables solutions pour demain. Si toi et moi, nous voulons proposer une alternative à tous ces problèmes sécuritaires, économiques, voire culturels, voilà cette question que nous devons nous poser dès maintenant et de nous mettre à bras le corps pour pouvoir arriver à notre but. Et je restais aussi sur le domaine culturel. Quand on parle de culture, un artiste doit vivre de son œuvre. On connaît ce qui se passe dans notre pays. Vous produisez votre chanson et encore même au studio, tout le monde au quartier a ça. Mais il faudrait que nos responsables nous proposent des solutions à cela. Sur d'autres cieux, par exemple au Cameroun, un pays que je connais bien, il faudrait mettre un service de droit d'auteur pour pouvoir veiller, pour pouvoir aider ces artistes qui produisent. Parce que les œuvres d'art, c'est des trucs qu'on doit payer pour utiliser. Pour utiliser. Si on ne les paye pas, où est-ce que l'artiste aura de moyens pour graver les trucs sur les CD, pour acheter des ordinateurs, pour faire les tournages, les montages? Voilà des questions qu'il faudrait nous proposer. Voilà les problèmes qu'il faut poser à la jeunesse. Si on veut déjà préparer cette jeunesse à ce grand rendez-vous du développement qui est la mondialisation, il faudrait jeter les bases. Jeter les bases au préalable, c'est nous préparer à l'éducation. Il faudrait que l'éducation soit adaptée aux réalités du terrain, au marché de l'emploi. Il faudrait d'abord qu'il y ait des centres culturels pour nous inculquer les idées de nos ancêtres. Oui, aujourd'hui, tout le monde s'accorde de dire que même si on l'habille, moi, si j'aime jamais mon truc de village, celui-là, il s'habille comme un villageois. Non, mais c'est ma culture à moi. Tout le monde maintenant veut manger avec les fourchettes. Or, au village, moi, je n'ai jamais appris à faire ceci. Et je suis arrivé au séminaire, les prêtres m'ont obligé de manger avec les fourchettes. C'est à cause de ça qu'on m'a chassé du séminaire. Je ne suis pas venu parler de moi parce que j'ai été toujours, depuis mon enfance, un panafricaniste averti, un panafricanisme de sang. Donc, comme dit un avocat ici, M. Bolibumba, dans l'autre là, dans son ouvrage à contre-courant de la compromission centrafricaine, être démocrate, c'est savoir défendre la démocratie par tous les moyens, y compris même son sang, comme ce fut le cas dans la Révolution française et américaine. Si toi et moi, Africains, nous voulons écrire notre propre histoire maintenant, certes, il y aura des sacrifices. Boganda a payé pour ça, les Kwame Nkrumah ont payé pour ça. Mais si toi et moi, on pense que c'est en allant en Europe, c'est en allant en Amérique, c'est en allant en Asie qu'on va trouver notre repère, je vous dis, les autres continueront toujours à nous dominer. La mondialisation, comme je disais tout à l'heure, il faudrait proposer, c'est en eux, vous donner et tu recevoir. Nous, on reçoit tout, mais qu'est-ce qu'on donne? Rien. Le temps de discours, c'est terminé. Nous, Centrafricains, nous, Africains, qu'est-ce qu'on veut à travers ces discours? Qu'est-ce que nous, on nous propose? Voilà le problème. Tu peux me parler des Centrafricains, oui. Le problème des Centrafricains, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Le Centrafricain ne peut pas se quitter libre pour aller au Cameroun. Il n'y a pas de route. Le Centrafricain ne peut pas aller au Congo parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais maintenant, pour remédier à tous ces problèmes, voilà, je vous pose maintenant les questions. Pour remédier à tous ces problèmes, quelle solution, toi et moi, on va proposer pour pouvoir évoluer? Voilà, ça c'est un débat. Si j'essaie de passer tout mon temps, on va passer toute une journée ici. Donc, vu le temps qu'on m'a donné, je suis obligé de chuter. Je suis obligé de chuter en disant ceci. Chers panafricanistes, chers Africains, nos grands frères qui sont venus nous soutenir doivent nous dire la vérité. Parce que la plupart des cas, les messages que nous, Africains, on a toujours reçus, c'est des messages déformés. Ce sont des messages qui ne sont pas vrais. L'Occident a passé tout son temps à nous mentir. Si toi et moi, nous voulons nous approprier de notre propre histoire, il est grand temps de se lever comme un seul homme, de suivre nos grands frères. Sans doute, ils ne quitteront pas, ils ne vont pas quitter cette salle sans nous donner leurs coordonnées. Non, puisqu'ils nous ont déjà donné le cours du travail. À nous, un jour, quand ils seront là, pourquoi pas nous voir président du panafricanisme un jour.
Donc c'est à eux de nous dire avec une sincérité correcte, de dire, mes frères, voilà ce que nous, on vous propose, voilà le chemin que vous devez suivre. Sur ce, je ne sais pas si vous avez des éventuelles questions. Je vous laisse, merci bien. Merci. Je vais plus encore donner un exemple. Fin 2013, quand on était sur le campus, il y avait un candidat qui était venu, je ne suis pas là pour montrer le nom de qui ce soit, qui nous a invités au GM Résidence et qui est en train de nous convaincre. Et en parlant, il nous dit pendant tous ces temps, quand j'étais en France, j'ai pris le temps de passer de bureau en bureau de tous ceux qui ont le bureau de tous les décideurs de l'Afrique, tous ceux qui ont des grandes décisions sur l'Afrique. Et après avoir terminé toutes mes visites dans tous ces bureaux, je me crois maintenant capable de devenir président. Bon, je me demande, quelqu'un comme ça qui dit qu'il a eu son temps à passer de bureau, il a dit bureau en bureau de tous les grands décideurs de l'Afrique en France. Et maintenant, il se croit capable de devenir président. Mais il faut devenir président, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire pour la RCA? Ça, j'en passe. Voilà, le contexte, c'est ça que je dis, dépendance vis-à-vis de l'Occident. Le deuxième point, c'est l'aliénation culturelle. Les SCN, très alignés. Nous sommes vraiment alignés. La jeunesse africaine est alignée. Dans ma présentation, j'ai dit que je suis responsable d'un mouvement de la jeunesse chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne de la France. Et que on a des réunions, on a des conférences, on a des sessions qu'on fait chaque fois. Je remercie et je jette des frères à notre aîné qui est là dans son tenue africaine, qui est en étugo. Et chaque fois, mais aussi. Je vais en arriver parce que c'est notre père, c'est celui qui nous aide toujours. Et chaque fois qu'on a des conférences, débats, chaque fois qu'on a des thèmes à soumettre, moi j'ai toujours eu des problèmes avec mes frères parce qu'on me prend toujours un villageois, on me prend toujours en fait, celui qui n'est pas modéré, celui qui n'est pas civilisé. On me prend de cette manière parce que chaque fois que je conseille mes soeurs, filles, mes frères, ça pose problème et on grandit avec ça. Ça, j'en passe, c'est pas du vélo culturel. D'art, culture, musique, tout ce qu'on fait est aligné. On ne fait que copier l'Occident. On ne fait que copier. Et je pensais que c'était seulement en SIA. J'ai passé toute l'année 2014 là en Brazzaville. Quand j'ai vu, carrément, c'est le plus pire. Je pensais que c'est SIA qui fait ça. Et j'ai comme l'impression que les Africains sont alignés. Et ce contexte local de la SCA, c'est ce qui se passe ailleurs dans tous les pays d'Afrique. Sauf par, je peux au moins donner un peu de la chance à nos frères de l'Afrique de l'Ouest, mais rien comparable. Voilà le contexte local de la SCA et de l'Afrique en particulier. Je vous remercie. Oui, je disais tout à l'heure que j'avais suivi l'intervenant dans le débat qu'il a lancé tout à l'heure. Et je voulais intervenir sur deux volets. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle le volet culturel. Et le deuxième volet, c'est le volet économique. Alors, j'avais dit tout à l'heure que quand on entend par culture, c'est quelque chose qui est né, c'est-à-dire quand un individu est dans une société, c'est qu'il est né avec la culture. Et la culture, c'est quelque chose que personne ne peut ignorer dans la société. C'est pourquoi je voulais parler du processus d'acculturation. On entend par l'acculturation, c'est le fait de mélanger une culture avec sa propre culture, afin de voir le modèle qui fait du bien pour amener dans sa société, pour que sa société puisse évoluer de l'avant. Donc, ce que nous, jeunes, sommes en train de faire, c'est quoi? C'est d'abord une prise de conscience collective individuelle. Quand on entend par prise de conscience collective, c'est quoi? Nous devons réfléchir d'abord sur le développement de notre pays. Si nous voyons par exemple ailleurs, chez les Burkinabés, leur culture, ils ont à eux contribuent pour le développement de leur pays. Nous devons copier le modèle de cette culture pour amener dans notre société, afin qu'ensemble, si nous organisons par exemple ce genre d'atelier, nous devons ensemble discuter et dire que voilà, nous avons vu dans quel pays le modèle de cette culture qui fait du bon dans la société, c'est pourquoi nous voulons amener chez nous et compléter avec nous notre propre culture évoluer. Là, c'est la première contribution. Ma deuxième contribution s'appuie sur le volet économique. On attend par le volet économique ici. Souvent, un adage dit un modèle imposé pour le développement est fait toujours à l'échelle. Le développement d'un pays, c'est d'abord un construit des individus. Si j'attends par construire, nous voyons en République centrafricaine, il y a plusieurs domaines. Nous avons d'abord les vendeurs ambulants qui sont là. Nous avons les gens qu'on appelle les bandiers, ceux qui font les carambolages et ceci. Maintenant, si chacun essaie à son niveau d'aller acheter ses produits, ramener ça chez lui et aider pour le développement de son pays,
là, ça va aider le pays. Et beaucoup plus, l'État centrafricain dispose beaucoup plus des entreprises qui essaient d'embaucher des gens. Nous allons voir que le taux de chômage que nous en avons beaucoup plus chez nous va essayer de régresser. C'est pourquoi la base du problème de la jeunesse centrafricaine, c'est parce qu'il n'y a pas des emplois, il n'y a pas un centre de formation professionnelle pour les jeunes. Quelqu'un avait pris un exemple tout à l'heure sur l'autre, le lycée technique. On forme des gens, mais sur le marché d'emploi, on ne voit même pas d'utilité. À l'exemple, j'entends parler de Meki. Mais quand on forme des techniciens, c'est un peu difficile de voir un technicien capable de soit de créer bien, de créer ce qu'il a vu, ou bien d'importer quelque chose qui peut aider pour le développement de son pays. Donc c'est ce que je voulais intervenir sur ça. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure que nos parents ont failli, nos grands-parents aussi ont failli. Mais nous aussi, on a failli. On a failli. Parce que nous sommes incapables. Jusqu'alors, je vais vous rappeler une anecdote. On avait tué quelqu'un pour être déposé à combattant. Toute une couche de la jeunesse africaine savait très bien que la personne qui a été tuée est de telle identité et est de telle confession. Toute une jeunesse le savait. Et qui a commandité au moins cette coup montée là. Toute une couche ne savait bien que c'est telle personne qui est derrière. Mais nous sommes incapables de tenir une décision décisive face à la personne là, de bloquer les appels, à dire non, on ne veut plus de Sangaré. Parce qu'il faut au moins, il n'y a pas de tabou. On ne veut plus de Sangaré, il faut que Sangaré puisse au moins repartir chez lui en question. Nous sommes incapables. Donc, c'est que la jeunesse centrafricaine a failli. Ce dont que nous devons faire, c'est de moraliser nos compatriotes qui n'ont pas la chance au moins d'étudier dans des universités comme nous avons des chances d'y accéder, ou bien qui n'ont pas au moins la chance d'avoir un niveau d'instruction au moins élevé que nous, de prendre au moins un sens de responsabilité dans notre pays, de dire que quelle est ma place dans mon pays et quelle est l'importance que j'ai pour mon pays. Parce que j'entends dire les Africains dire que non, ça ne va pas ici, moi je vais m'en aller à Cameroun ou bien dans un autre pays là, parce que là-bas chez eux ils vivent mieux et ils s'organisent au moins. Mais toi chez toi, tu ne peux pas t'organiser. Eux là-bas ils sont organisés, ils se sont moralisés pour dire que non, ça c'est leur pays, ils vont mourir ici, ils vont conjuguer tous les moyens qu'il leur faut pour maintenir la stabilité dans leur pays afin de mieux vivre et de garantir leur avenir, leur génération en génération. Mais chez nous ici, nous sommes incapables de nous moraliser entre nous, de nous aimer entre nous et d'avoir une vision qui nous permet au moins de garantir nos générations en génération. Donc moi je pense de ma part que c'est ce sens-là qu'il faut insister là-dessus, de dire aux Centrafricains, à nos compatriotes, que nous devons prendre à bas le corps le pays qui est la RCA. C'est notre pays. Ce pays-là nous appartient. Ce n'est pas pour rien qu'on est né centrafricain, qu'on a un sens centrafricain. Nous devons chercher par voies et moyens à combattre tous ceux qui ne veulent pas que nous puissions accéder à un bien-être. Un bien-être. Ici, on nous prive de liberté, on nous prive de tout. Récemment, on a dit non, l'RCA est infréquentable par notre partie que ce soit. Jusqu'on a même dit ça à Pape. On dit Pape, tu ne peux pas venir ici parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais nous vivons très bien ici, il y a des voitures qui circulent, lui-même il est venu au moins consacrer. Vous voyez au moins tout ça. Ça, ce sont des campagnes de grande envergure. Aujourd'hui, ils sont maintenant sur Burundi. On parle de Burundi par-ci par-là, sans tenir compte de la réalité de Burundi. Et dans les bêtités, nous allions au moins derrière eux dire que non, c'est la démocratie, nous devons au moins réclamer cela et c'est normal de prendre leurs moyens pour aller au moins investir le pays et puis déstabiliser le pays. Et à la fin, ce sont nos parents, nos vieux papas qui sont en retraite, qui n'ont même plus au moins la force de courir ou bien de trouver même à manger et qui sont au moins dans la maison, tranquille, là, ils vont vivre au moins, on les prend avec des balacos ou bien quoi que ce soit au moins pour leur donner la mort. Donc vous voyez, c'est juste ce dont que j'aimerais au moins rester là-dessus et que nous qui avons la chance d'être ici au moins dans la salle, d'aller montrer à nos frères et sœurs qui sont à la maison que la RCA nous appartient. Il faut que nous arrivions au moins à trouver un sens de notre importance dans notre pays. Parce que sans que nous ne pouvons jamais au moins arriver à donner un sens de notre existence dans notre pays, nous ne pouvons jamais accéder au développement que vous parlez là. Parce que ce n'est qu'un mot. Si nous ne prenons pas au même notre responsabilité. J'en ai fini. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire
mon intervention ne se basera que sur l'éducation. Parce que si on essaie de voir la RCA, pour faire évoluer un pays, il faut commencer par la base. J'aimerais parler premièrement de l'école primaire. Si du moment où nos cadets qui sont à l'école primaire ne sont pas bien éduqués, mettez dans votre tête qu'arriver même au lycée, à l'université, ils ne seront que des gens qui sont vraiment des problèmes pour le pays. À l'école primaire, on a des enseignants qui même ne savent pas parler français, mais qui enseignent nos cadets à l'école primaire. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on va inculquer dans la tête de nos cadets qui sont à l'école primaire. Deuxièmement, parlons de ceux qui sont au lycée. Moi, quand j'étais au lycée, on étudiait, on passait tout notre temps à l'histoire, géographie, à étudier le Japon, les États-Unis. Vraiment, je ne sais pas, j'étais mal à l'aise. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on n'étudiait pas rien que la RCA. Pourquoi on ne se basait pas sur l'Afrique en général. C'est ça. On nous a mis dans la tête qu'on doit étudier les États-Unis, le Japon, voilà, c'est ça, la Chine. C'est pas de notre faute. Et aussi, parlons un peu de la question sécuritaire. Si on parle de la question sécuritaire, moi je pense que pour la jeunesse centrafricaine, c'est une question de prise de conscience. Prise de conscience. Malgré tout ce qui vient de se passer dans notre pays, lorsqu'on voit les jeunes en train de courir derrière ceux qui, soi-disant, vont devenir des présidents de la RCA, en tout cas, c'est vraiment très grave. Parlons un peu de la jeunesse. C'est une question de prise de conscience. On ne sait pas où on va, ce qu'on fait. C'est un peu ça, quoi. La jeunesse est vraiment confuse. Donc, basons-nous sur l'éducation pour vraiment fonder le panafricanisme. Merci beaucoup. Très bien. Je voudrais d'abord commencer par cet aspect que l'une des participants vient de soulever, le volet éducatif. Je vous avoue que franchement, lorsque je m'avais fait grâce, je quittais Bangui, j'étais allé à N'Djamena. C'est à N'Djamena que là-bas que j'ai eu mon bac. Le bac que j'ai cherché ici, dans mon propre pays, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas eu pendant 3 années. Aujourd'hui, au moins, je le dis parce que, franchement, lorsque je constate cela et que à chaque fois que je réfléchis sur le bac ou bien le système d'éducation pour Centrafrique, franchement, ça me peine. Mais néanmoins, ce que je peux dire, en Centrafrique, au moins, je peux dire au moins, on forme bien les gens. Lorsque j'étais sorti en N'Djamena, permettez-moi que je fasse ce témoignage. En N'Djamena, franchement, je ne racontais pas des difficultés, franchement. Je ne racontais pas des difficultés parce que un Centrafricain, je dis un Centrafricain, un élève qui fait bien sa classe de seconde ici en République centrafricaine, s'il quitte la RCA, part en N'Djamena au théâtre, lorsqu'on le met directement, composer le bac, je pense qu'avec un petit effort, il va avoir son bac avec mention. Très bien même, je dis très bien. Lorsque j'étais sorti, le climat me fait déjà défaut, je ne pouvais même pas étudier parce qu'il y avait un changement de climat. Et puis voilà, avec un petit effort, j'ai eu mon bac, j'ai même pas fait grand chose, pas une machine. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. C'est pour vous dire que ici en République centrafricaine, au moins, on nous torture, on nous fait au moins des choses avec cette dépression, etc. Mais ailleurs, même si ce n'est pas ça, mais ce que je veux souligner, c'est quoi? Eux là-bas, ils ont mis ce qu'on appelle un système. Chez eux, l'histoire de leur pays est au moins mis au programme. Ils étudient cela. Or en République centrafricaine, on ne voit pas ça. Les œuvres que les nationaux publient, etc., on étudie ça au théâtre, en N'Djamena. Mais par contre, chez nous, les gens peuvent publier, etc., etc. Voilà. Mais c'est seulement des idées étrangères, etc., qu'on nous fait croire, etc., que ce sont les meilleures idées, etc. Mais nous, concrètement, les République centrafricaine, qu'est-ce que nous devions faire pour pouvoir mettre fin à ces genres de, c'est pas trop, ces balivernes. Je voudrais au moins poser maintenant ma préoccupation au conférencier. Il a touché au moins 3 volets, le volet éducatif, le volet culturel, le volet économique, etc. Mais sans pour autant toucher, faire allusion à ce volet politique.
Parce que je me suis dit, si on parle de cette volet, on ne peut pas au moins sauter le volet politique pour pouvoir nous parler. Même s'il a touché dans ses interventions, il a au moins essayé de toucher avec certaines idéologies des panafricanistes. Mais qu'en est-il réellement du volet politique en République centrafricaine? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle de l'imposture. L'imposture, c'est ce que tu es l'Africain. Oui, je suis docteur en tel, oui. Qu'est-ce que tu as fait chez toi? Quand vous entendez parler de René Descartes, vous entendez parler de Lavoisier, allez dans leur pays, vous allez voir. C'est ce que moi j'en veux. Moi personnellement, au professeur Bumba, que je respecte bien. Je le respecte bien, je le dis en tant que panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas un mouvement de suivisme. Le panafricanisme doit être une identité que toi et moi nous devons nous revendiquer. Il faudrait qu'il y ait esprit de critique, il faudrait qu'il y ait contradiction dans le débat. Il fut un moment, c'est juste une parenthèse que j'ai essayé d'ouvrir, en 2003 comme aux événements au pouvoir. Le professeur Abel Mboumba parle de succession patriotique. À l'époque, j'étais au CM2. Moi, je m'intéressais déjà trop à la politique puisque j'étais chez les prêtres. Il parle de succession patriotique alors que le président qui a été élu, d'ailleurs le seul président que les Centrafricains ont voté dans ce pays, c'est Patassé. Il y a eu coup d'État. Les démocrates, les panafricanistes disent que c'est une succession patriotique. Ce jour, j'avais pleuré. J'étais au CM2, je vous assure. J'étais en 7e au petit séminaire Saint-Louis de Bongassou. J'avais pleuré ce jour. Je en veux au professeur Bumba s'il était là. Père en son âme, je devais lui dire en face. Parce que le panafricanisme, c'est des positions qu'il faut défendre, c'est des idéologies. À l'époque, quand Kwame Nkrumah parlait, quand Boban et les autres parlaient, ils étaient directs avec les Africains. Ils parlaient sans détour. C'est ça aussi le panafricanisme, c'est ça aussi l'idée de la démocratie. Voilà, pour revenir à votre contribution, quand on parle de l'éducation, ce sont les gens, on connaît comment les bourses se sont employées dans ce pays. Je peux rester au village sans fréquenter, il suffit que j'ai un frère qui est ministre ici, de là-bas, dans mon village de Bongassou, je suis aux États-Unis, sachant que je n'ai même pas le bac. Mais celui-là, vous le mettez même pour diriger un petit commerce, vous pensez qu'il va faire quoi? Si ce n'est d'avancer d'imposture en imposture, c'est ça qui est la situation réelle de la République centrafricaine. Pour revenir à ta question, vous avez qu'en est-il de la situation politique en République centrafricaine? Ok? L'autre, toujours ma soeur a soulevé un point très très pertinent sur lequel je voudrais m'attarder juste un peu. Quand elle parle de processus électoral, les gens, on connaît les qui ont placé les Séléka, les qui nous ont mis dans cette situation, ils sont revenus avec de nouveaux costumes. Ils se disent des situationnistes. On est là derrière eux. Parce qu'il faudrait être rigoureux avec ces gens qui aiment bien, châtient bien. Il faudrait qu'il y ait des jeunes qui soient capables de le dire. Monsieur, je ne cite pas les contemporains, mais hier, vous avez organisé des marches de soutien à la Séléka. Aujourd'hui, vous nous proposez encore quoi? Nul ne peut diriger, nul ne peut faire partie du gouvernement de Séléka, qui continue d'ailleurs, et ne pas se reprocher quelque chose dans sa conscience. Puisque la conscience, si j'essaie de répondre à la famille qui est chère à Ousmane Dan Fadio, la conscience est une plaie ouverte, seule la vérité peut la guérir. Si toi et moi, nous ne sommes pas capables d'interpeller ces imposteurs-là, ces bandits déguisés, c'est des bandits ceux-là, il faut les traiter comme ça. Hier, ils ont lâché, ils nous ont amené des Séléka, ils ont dit sur les ondes, on a encore les émissions, on a téléchargé des documents, que ce sont des Centrafricains, or en réalité, 80% des Séléka sont composés des étrangers. Ils sont revenus, toi et moi, on court derrière parce qu'on nous donne les miettes. Est-ce qu'une fois au pouvoir, eux là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi et moi? Moi, je suis le fils d'un paysan. Hein. Je suis fils d'un paysan, même si je suis au chômage. C'est grâce à ce que Dieu m'a donné que je fais les vacations par-ci, par-là pour pouvoir être ce que je suis. Mais je n'ai aucune personne là-bas dans leur système là. Est-ce que moi, honnêtement, est-ce que j'aurais la possibilité d'avoir une bourse dans ce pays? Non. Moi, je sais déjà ça qu'il faut vivre sans penser à la bourse. Ça, c'est un. Quand vous ramassez vos tentes au village, par-ci, par-là, vous faites eux des ministres et des gens au niveau de CNT. La force du Burkina, c'est une référence maintenant en Afrique. Je ne peux pas parler du panafricanisme sans auto-citer nos frères burkinabés. Non.
La force des Burkinabés, c'est la société civile. Il faut voir comment cette société civile est composée. Quand on parle de smoking, les réseaux, c'est des jeunes comme moi. D'ailleurs, j'ai des contacts avec Smoking, souvent on échange des mails. C'est des jeunes comme moi, si au Burkina, ils arrivent à avancer. Pourquoi pas toi et moi, nous ne pouvons pas faire? Parce qu'on a une société civile qui joue le rôle des vassaux à ces bandits-là. Ils n'ont pas une indépendance des idées. Dans ce genre de situation, comment voulez-vous que les choses avancent? Oh, ça c'est le statu quo. Même on peut passer 100 ans avec moi. Si nous, Africains, nous, Centrafricains, nous voulions un changement, même demain, on peut l'avoir. Il faudrait qu'il y ait une redéfinition de système politique. Ceux qui s'intéressent à la politique, il faut d'abord faire des contrôles pour voir leur probabilité morale. Est-ce que dans le passé, ils ont participé à des trucs? Maintenant, il faut redéfinir, il faut structurer le domaine éducatif en République centrafricaine. Je prends l'exemple de Seychelles. Seychelles, on est 100 fois plus riche que Seychelles. Mais quand vous comparez le PIB par habitant de Seychelles, ça n'a rien à voir. Le Seychelles dépasse bien un certain nombre de pays occidentaux. Ils ont quoi? L'éducation. Les Canadiens viennent chaque année pendant les vacances de travaux là, prendre les étudiants au Seychelles pour aller travailler au Canada. Parce qu'on sait que l'éducation qu'ils ont, ils n'ont rien à envier de l'Europe. Ils ont tout. Le développement, c'est d'abord la ressource humaine, c'est d'abord l'homme. Vous pouvez avoir le pétrole, vous pouvez avoir le diamant. Si vous n'êtes pas formé, vous êtes condamné à être des ouvriers. Laissez l'histoire de notre pétrole là. Parce que même si aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, on exploite le pétrole, toi et moi, je t'assure, on va rentrer là-bas comme des ouvriers. Ce sont nos frères camerounais, ce sont nos frères ivoiriens, ce sont nos frères congolais qui viendront travailler à notre place. Laissons ça, c'est de l'imposture qu'on propose des vrais trucs qui doivent nous permettre d'avancer. Si on veut d'ici qu'il y ait un développement réel, qu'il y ait la concorde réelle, qu'il y ait le commerce qui se développe dans ce pays, mettez l'accent sur l'éducation, vous verrez, tout va s'arranger. Quand vous avez des gens, je chute, quand vous avez des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais je viens là, je dis, bon, j'ai besoin de 10 gars, vous avez 100 000, 100 000, je dois faire un coup d'état. Mon frère, toi qui vis difficilement avec 1 euro, même pas 500 par jour, on te propose à l'instant T là, 100 000. Je ne veux même pas réfléchir une seconde avant de me jeter dessus. Voilà le problème, voilà la situation en République centrafricaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, merci. Je vais inviter les participants à calmer, ils parlent de plus pour vous. Je pense que pour de temps, nous allons suspendre avec les questions, encore les contributions. Nous allons trouver un autre cadre pour échanger, parce qu'il y aura des pauses, tout ça. On va échanger et puis nous allons passer à d'autres interventions. S'il y a des choses, vous pouvez noter, vous pouvez prendre. On va trouver un autre cadre pour échanger parce que cette conférence-là, on va la faire pendant 2 jours. Les problèmes de notre pays sont profonds. Sont vraiment profonds. Ils parlent de tout ce qu'on veut d'énumérer, c'est seulement la mal-gouvernance. On peut mettre juste un chapeau, la mal-gouvernance. Parce que si on avait des vrais gouverneurs, on allait bien définir les choses. Il y a de l'argent dans notre pays, il y a l'argent. Moi j'ai toujours dit à mes amis, moi s'il est question de sortir aujourd'hui, c'est pour aller étudier. Je vais revenir ici, on va s'entretuer ici. Il y a l'argent ici. Ça sert à rien, c'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion. On a l'or, on a le bois. C'est une mauvaise gestion, c'est une mauvaise organisation. Qu'est-ce qui prouve que la RCA ne peut pas évoluer, ne peut pas se développer? C'est la malgouvernance, c'est la mauvaise foi. Comme notre intervenant a dit ici, jusqu'alors, les Centrafricains n'ont pas encore donné leur pouvoir à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il est dans son petit coin, on le prend, on le fait président. Il y a quelle vision? C'est ça. Mais si lorsque vous avez une vision, vous avez une conviction, vous allez travailler pour cette vision, vous allez travailler pour cette conviction. Mais quelqu'un qui n'a jamais rêvé de devenir président, quelqu'un qui n'a jamais un projet de société pour ses compatriotes, on le fait venir. C'est à chacun de nous de réfléchir. Je pense que l'un des M. Diogène avait dit, cette conférence est venue à un point nommé. Parce que après, demain, on ira aux élections. C'est aussi une occasion pour nous de bien réfléchir et de faire un choix objectif
nous devons dépasser les petites considérations. J'invite nos deux intervenants à prendre place ici aux côtés du rapporteur. Nous allons donner la parole à M. Julien.